Saïdal avec Sinovac, un groupe public chinois. Il y a eu un mémorandum d'entente, puis le déplacement de techniciens chinois et un contrat qui a été signé. Le site de Constantine, il s'agit du site de Constantine, a été, de fill and finish, a été validé par les experts chinois. Nous avons reçu, on peut dire que nous sommes déjà quasiment dans la production, hein, parce que la production, c'est un long processus. Ce n'est pas simplement la sortie du produit, c'est une partie du processus. Mais déjà, nous sommes déjà dans toutes les étapes de la production, puisque nous avons reçu la matière première, c'est ça qui est fondamental, le 27 août. Elle a été analysée. Vous savez, et pour être analysée, il y a ce qu'on appelle la bactériologie, ça met plusieurs semaines. Il y a aussi l'activité même de cette matière première. C'est une première en Algérie, que d'habitude, quand on achète des vaccins, ils ne sont pas analysés. Là, elle a été analysée. Et c'est un transfert technologique qui a été fait à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, avec des essais qui sont faits sur des souris, sur l'activité, etc. Tout a été analysé. Bien sûr, il est conforme. Et le 29 septembre, il y aura, d'après le plan de charge déposé par Saïdal, nous devrions avoir donc les premiers lots. Alors en octobre, on devrait produire 1,3 million de vaccins. En novembre, 2 millions de vaccins. En décembre, 3 millions de vaccins. Et à partir de janvier, on produira 5,3 millions par mois. On va sur un programme de production de 65 millions de vaccins qui a été défini, par... c'est-à-dire que nous, les capacités de production de Saïdal, actuellement, sont de 320 000 par jour, avec un shift de 8 heures. C'est-à-dire on travaille 8 heures par jour. 320 000 par jour, si vous prenez 25 jours ouvrables, ça fait 8 millions de vaccins par mois. Si on devait travailler 16 heures, on pourrait faire 16 millions de vaccins. Alors après, Saïdal produit au rythme de la demande de nos autorités sanitaires, du ministère de la Santé et de l'Institut Pasteur. Or, il y a eu une réunion, justement, qui regroupait à la fois l'Institut Pasteur, la direction de la prévention, qui, vous savez, au niveau du ministère de la Santé, ça s'est fait au siège du Premier ministère, justement pour pouvoir organiser, parce que nous travaillons ensemble, forcément, pour pouvoir organiser l'approvisionnement de la production nationale en fonction des besoins. Et or, ce sont les besoins, 5 millions par mois à partir de janvier, qui ont été définis en termes de besoins pour assurer la campagne de vaccination. Vous savez, le vaccin anti-Covid, celui que nous produirons en Algérie, c'est un vaccin qui est basé sur la technologie du virus inactivé. Le virus inactivé, c'est-à-dire que c'est exactement comme le vaccin antigrippal. Rappelez-vous, les gens qui se vaccinent pour la grippe, ils se vaccinent une fois par an. Il est très possible, ce n'est pas une certitude, mais il est très possible de plus en plus que nous allions vers une vaccination qui soit annuelle. Et d'où l'intérêt de produire soi-même ces vaccins, pour ne pas avoir le biais que nous avons connu malheureusement, qui faisait que des fois, malgré les disponibilités financières, vous ne pouviez pas avoir accès à un produit parce que chaque pays commence par vacciner les siens et prioriser ses populations. Et donc nous, aujourd'hui, nous nous inscrivons non seulement dans l'objectif de vacciner nos populations et de répondre à nos besoins, mais aussi certainement, et c'est justement inclus dans le contrat avec nos partenaires chinois, de se projeter aussi sur un certain nombre de pays arabes et pays africains, en termes d'exportation, les exporter et assurer comme ça aussi notre rôle, parce que nous avons aussi une responsabilité par rapport à notre continent, par rapport à nos pays amis, que notre coopération, que notre avancée technologique puisse profiter à la fois à nos populations et à celles des populations amies. Actuellement, 85% ou 90% des vaccins qui ont été importés sont ce vaccin-là, Sinovac. C'est ça la première chose qui nous a poussé à produire ce vaccin-là. Étant donné qu'il faut une deuxième dose ou une troisième dose, nous avons déjà importé, nous avons signé pour, je crois, 32 millions de contrats de vaccins en produits finis avec Sinovac. Alors que pour les autres vaccins, c'était moins d'1 million ou 200 000 ou 500 000, c'était des très petites quantités. Puis, je rappelle que ce vaccin est reconnu par l'OMS et il est aussi d'une technologie éprouvée sur laquelle
la plupart des scientifiques à travers le monde s'accordent à dire qu'il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit, parce que c'est une technologie qui existe déjà depuis de longues années, qui est éprouvée, dont on connaît les contours, on connaît les limites aussi, et ça nous permet d'être serein. Aussi, il y a aussi la disponibilité. Vous savez, il y a une dimension géostratégique dans les vaccins, et ce n'est pas pour rien que le partenaire chinois, comme à un moment donné Sputnik aussi, avait désigné l'Algérie comme partenaire. Dès la création de notre ministère, nous avions mis un certain nombre d'instruments pour rationaliser l'importation et augmenter la production nationale. Et on a bien vu que dans les moments difficiles, on ne peut compter que sur soi, que la souveraineté sanitaire était fondamentalement importante. Aujourd'hui encore, le monde entier, même les pays développés, vivent des pénuries, des ruptures ou des problématiques d'approvisionnement récurrentes en médicaments. Et très souvent, ce sont des médicaments pas très chers, où la technologie est déjà éprouvée, elle est déjà connue, et la rentabilité n'étant pas suffisante, les grands laboratoires investissent que dans les nouvelles molécules. Et le reste des productions ne sont pas abandonnées, mais disons, ne répondent souvent pas à la demande mondiale. Donc il était fondamental déjà pour assurer notre souveraineté sanitaire et assurer la sécurité de nos patients et la sécurité de l'approvisionnement de notre pays, de multiplier, de développer la production nationale. Nous avions trouvé une situation qui, à la fois, il y avait déjà tout de même un tissu industriel qui existait en Algérie, mais qui depuis 2017 était totalement, tous les nouveaux projets étaient à l'arrêt. Ils étaient à l'arrêt, pourquoi? Parce que nous étions dans une économie qui était extravertie et qui méprisait quelque part la production nationale, auquel la production nationale était une forme de slogan politique plutôt que d'une réalité économique. Et les lobbies de l'importation restaient toujours très puissants et ceux de la surfacturation aussi. Donc nous, dès notre prise de fonction, nous nous sommes attelés à juguler la surfacturation qui existait au niveau de la production nationale dans les matières premières, parce qu'elle existait, mais aussi au niveau de l'importation. Et nous avons limité les importations, pas au détriment de la disponibilité, nous avons limité l'importation des produits qui périmaient inutilement en Algérie. Et c'était, voilà. Paradoxalement, nous avions une enveloppe très importante pour les produits pharmaceutiques, dispositifs, matériel médical, et nous avions à la fois des ruptures et des péremptions. C'est la preuve de la mauvaise gestion. Quand vous avez des ruptures et des péremptions, c'est que vous ne gérez pas. Et qu'en fin de compte, nos stocks étaient gérés au gré de l'intérêt d'un certain nombre d'opérateurs de transférer de l'argent à l'étranger. Et c'est ainsi qu'avec un nouveau cahier des charges de l'importation, que nous avons mis en place en 2021 par arrêté, après avoir mis en place une loi, des décrets, avoir remis en place l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, qui est quelque part le cœur de la centrale de l'industrie pharmaceutique, parce que sans agence, vous ne pouvez pas avoir de politique pharmaceutique, on a pu ainsi débloquer l'enregistrement de centaines, j'ai bien de centaines, près de 1000 produits ont été enregistrés depuis une année par l'agence, ce qui a permis d'augmenter considérablement la production nationale. Et sur l'importation, nous avons limité l'importation aux produits essentiels. Ça veut dire quoi les produits essentiels? C'est les produits dont nous avons besoin. Il y avait des produits qu'on importait, qui étaient produits localement, dont nous n'avions pas besoin. Il y avait des produits qui ne sont même pas remboursés dans le pays d'origine, c'est-à-dire qui sont des produits dits de confort. Alors, ils ont une utilité, ces produits. Moi-même, je suis pharmacien et je peux concevoir qu'un certain nombre de nos malades veulent consommer ces produits. Mais autant qu'ils soient produits localement. Ce sont des produits de faible technologie. Et depuis que nous les avons interdits à l'importation, les laboratoires les transfèrent tous en production nationale. Ce qui a fait que nous sommes descendus à une nomenclature de moins de 300 produits importés et tout le reste qui était fabriqué localement. Et ça a eu une incidence à la fois, bien sûr, sur la facture d'importation, par l'augmentation de la production et la limitation de l'importation des produits non essentiels. Et la facture est ainsi descendue de 800 millions de dollars en 2 ans, 300 l'année passée et 500 cette année. Et nous pouvons l'affirmer. Pourquoi? Parce que nous délivrons les programmes d'importation. Donc nous savons ce que
quelle est la valeur et les quantités autorisées à l'importation. Donc on connaît la facture maximale, après elle peut ne pas être réalisée. Puis après les douanes vérifient ce qui a été réalisé et ce qui ne l'a pas été. Et au fur et à mesure, cette année, en 2022, la différence aussi fondamentale qu'il y avait par rapport aux autres années, c'est que nous avons mis une plateforme numérisée, informatisée. Les gens déposent leur programme d'importation, leur programme de production sur cette plateforme-là et surtout nous indiquent les dates de livraison en Algérie. Donc nous avons une visibilité sur ce qui va se passer. Et ainsi, on peut anticiper d'éventuelles ruptures ou de problèmes d'approvisionnement et leur demander de les corriger ou trouver d'autres types de fournisseurs. Nous l'avons fait pour la médecine, pour la pharmacie de ville, pour les médicaments de ville. Il nous reste à la faire pour la pharmacie hospitalière, parce qu'elle ne dépend pas directement de nous, mais ça va venir. On est en train de travailler avec eux pour essayer de les intégrer dans cette procédure qui est réglementairement obligatoire aujourd'hui et qui permettra de juguler et après, il y a ce qu'on appelle sur les ruptures, il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Nous essayons de limiter au maximum les facteurs endogènes, c'est-à-dire les problématiques qui sont dues à notre gestion. Après, les problématiques qui sont dues à la gestion étrangère, les ruptures mondiales d'un produit, ou vous avez des fois des productions retirées. Et puis, il faut aussi éduquer nos malades. Éduquer aussi et informer nos prescripteurs. Et c'est pour ça que nous avons créé un observatoire national de la disponibilité, qui ne comprend pas, comme c'était le cas avant, il y avait une structure similaire au ministère de la Santé, mais là, elle comprend non seulement l'ensemble des acteurs de la chaîne du médicament, les consommateurs, mais aussi les prescripteurs. Parce qu'il est fondamental aussi que les prescripteurs adhèrent à et soient informés de cette nouvelle politique pharmaceutique pour savoir ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas. Donc c'est un travail global que nous faisons. Et pour les médicaments essentiels, nous avons créé, à travers un décret exécutif, tous les textes qui relevaient du ministère de l'Industrie pharmaceutique, où il y avait des décrets à mettre en place, nous les avons mis en place. Il y a une quinzaine de décrets, une trentaine d'arrêtés, tous ont été mis en place. En un an, nous avons fait un travail acharné, mais nous avons mis en place un nouveau dispositif réglementaire qui nous permet ainsi, pour revenir à ce que nous disions, de définir ce que c'était les médicaments essentiels. Ainsi, il y a un décret sur les médicaments essentiels, il y a un comité. D'ailleurs, il y a un comité des experts aussi au niveau de l'Agence nationale de produits pharmaceutiques qui représente, où c'est l'ensemble des spécialités médicales. Tous les professeurs de toutes les spécialités qui se réunissent par spécialité, ils sont 6 ou 7 par spécialité, ils se réunissent et ils font d'abord pour l'expertise d'un éventuel enregistrement, pour une innovation thérapeutique, pour des essais cliniques et aussi pour participer à ce comité qui va définir quels sont les médicaments essentiels. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système informatisé, je vous ai dit, on met à la fois les programmes de production et les programmes d'importation sur la même plateforme, donc nous savons exactement jour par jour, mois par mois, ce qui va être importé ou ce qui va être produit. L'objectif d'un système de santé et d'une nomenclature de médicaments, c'est de prendre en charge les malades, que les malades aient des traitements qui correspondent à leur pathologie. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place cet observatoire qui regroupe tout le monde, cette plateforme informatique, ce comité des médicaments essentiels qui réfléchit pour définir ce que c'est un médicament essentiel et certainement que le ministère de la Santé qui est en train de travailler sur les protocoles thérapeutiques, les guides thérapeutiques, c'est important en oncologie, savoir quel type de produit prescrire. Et enfin, pouvoir s'approvisionner et pouvoir orienter notre production en fonction de nos besoins. Et en rationalisant simplement et en développant la production nationale, nous avons pu en 1 année et demie considérablement réduire la facture d'importation et considérablement augmenter la production nationale. Nous l'avons fait non seulement parce que ça crée des emplois, ça crée de la valeur ajoutée, et nous faisons une production nationale dans laquelle nous ne sommes pas intéressés qu'au prix de la production, mais au taux d'intégration. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque un médicament est enregistré, vous savez, un médicament pour être mis sur le marché, il y a une autorisation de mise sur le marché, ou décision d'enregistrement en Algérie, qui dure 5 années.
quand les personnes la renouvellent, elle ne doit pas être au prix le plus bas, elle doit être au prix moyen, mais elle doit surtout être avec le meilleur taux d'intégration. Notre objectif, c'est d'arriver bien sûr, pour la plupart des molécules, si nous pouvons arriver à la synthèse de la matière première. C'est-à-dire de partir, de commencer réellement par la synthèse de la matière première. C'est ce qu'essaye de refaire maintenant l'Europe, puisque les matières premières sont désormais, et vous le savez très bien, produites essentiellement en Chine et en Inde. Donc nous avons certains, on commence à travailler dessus sur les MAPS, les produits de biotech, sur les produits d'oncologie, mais aussi sur les produits classiques. On est en train de voir ce qui est possible à ce niveau-là. Plus nous augmenterons le taux d'intégration, plus nous créerons de la valeur ajoutée et de la richesse en Algérie, en termes économiques, et surtout nous assurerons une pérennité dans la disponibilité. Parce que si demain nous arrivons à la matière première, nous serons totalement autonomes. Nous ne dépendrons même pas d'un producteur de matière première. Mais aujourd'hui, je peux vous donner un exemple qui est éloquent, dont beaucoup de gens ont parlé. C'est l'enoxaparine, le fameux Lovenox, qui s'appelle Varenox maintenant en Algérie, qui est fabriqué en Algérie. Nous en importions 3 ou 4 millions par an. Cette année, nous en avons fabriqué 25 millions. Vous m'avez entendu, 25 millions. Il n'y en a pas sur le marché international. Si nous voulions en importer, il n'y en aurait pas eu, de toute manière. Si nous n'avions pas produit localement ce produit-là, on n'en aurait pas eu. Et on en a fait 7 fois plus que nous en importions. Et pourtant, nous avons gardé une partie de l'importation au départ de l'Ovenox. C'est pour ça qu'il y avait encore un peu de l'Ovenox sur le marché cette année. Pourquoi? Parce que nous avions anticipé justement l'augmentation de la consommation déjà de ce produit qui était devenu stratégique en Algérie, qui nous coûtait près de 60 millions de dollars, qui nous aurait coûté avec la Covid plus de 150 millions d'euros, et que nous avons pu produire ici localement. Par un producteur, et il y a 2 autres producteurs qui sont en train de l'enregistrer pour le produire aussi en Algérie. Si nous n'avions pas eu cette production nationale, déjà comme ça il y a eu des tensions. Pourquoi? On a eu une surconsommation, une forme d'automédication qui est à proscrire en Algérie, qui est très dangereuse, parce que ce ne sont pas des médicaments anodins, vous savez. Donc chaque médicament, il y a ce qu'on appelle une balance bénéfice-risque. Il est fondamental sur certains produits, à part les produits qui se vendent sans ordonnance, de ne consommer des produits que sur prescription médicale. Or, pendant la Covid, il y a eu une panique, les gens stockaient ces produits-là, et sur ce produit-là, nous avions un gros problème. Mais même, madame, si nous n'avions pas augmenté notre production à 6 fois ou 5 fois l'importation, nous aurions vécu une pénurie gravissime en ce produit-là. Or, ce produit-là, nous avions fait des réquisitions, c'est-à-dire que nous avions demandé sur tous les produits Covid, et ça a été la stratégie du ministère de l'Industrie pharmaceutique, et ça a été une première. Les gens ne s'en sont pas rendus compte, mais les professionnels le savent. Nous avons réquisitionné toutes les unités de production et tous les importateurs pour d'abord que leur stock soit au maximum. Puis après, que leur stock descende à zéro, c'est-à-dire qu'on les obligeait à mettre tout sur le marché au niveau des distributeurs. Et les distributeurs de mettre tout sur le marché au niveau des officines, pour qu'il n'y ait pas de rétention de stock, qu'il n'y ait pas de spéculation, et qu'il y ait un maximum de produits qui soient disponibles en même temps pour les malades. Et c'est comme ça que nous avons pu passer cette crise-là. Et c'est comme ça que, étonnamment, au début on était à 4 millions, on est passé à 8 millions, après on s'est dit ça suffira, après le producteur est passé à 15 millions, et cette année, premier semestre 10 millions, second semestre 15 millions. Il va fabriquer 25 millions de seringues en enoxaparine. Et il fallait avoir et la matière première et les articles de conditionnement. Heureusement que nous avions justement, quelque part, anticipé quelque part le fait qu'il y allait avoir des vagues successives et que c'était un produit qui était rentré dans le protocole thérapeutique et qui serait important, parce que vous savez très bien que ce virus, un de ses effets, c'est de faire des thromboses dans les poumons, et que l'enoxaparine, justement, est un fluidifiant qui permet de sauver des gens, mais qui permet aussi, qui peut aussi leur causer des dommages considérables s'ils l'utilisent sans prescription, comme c'était le cas. Les pharmaciens savent très bien quels sont les produits qu'ils peuvent vendre sans ordonnance. Nous allons tout de même faire un nouvel arrêté, ce qu'on appelle des médicaments en non-prescription obligatoire, pour rappeler
pour rappeler quels sont ces produits-là. Mais les produits de liste 1, liste 2, les non listés, les psychotropes, etc., les pharmaciens maîtrisent et savent très bien quels sont les produits qu'on vend avec ou sans ordonnance. Même les patients le savent. Vous savez que lorsqu'on parle d'enoxaparine, on parle d'injectable. Tout le monde sait très bien qu'un injectable, ça ne vend que sur ordonnance. C'est un produit qu'on s'injecte. Hein. Déjà, avec les comprimés, il peut y avoir de très gros problèmes. Et je ne parle pas des corticoïdes qui se vendent sans ordonnance. Je ne parle pas des antibiotiques qui créent de l'antibiorésistance. Il faut changer nos habitudes de consommation du médicament. Le médicament soigne, mais le médicament tue aussi. C'est la science des poisons. Et en tant que pharmacien, je le sais assez bien, c'est dans notre formation. Et un produit à une certaine dose vous soigne, le même produit à une dose plus élevée peut vous faire l'effet contraire ou peut vous tuer. Donc c'est chaque médicament, il n'y a pas de médicament anodin. Tous les médicaments ne doivent être pris que dans un cadre bien défini, ou sur conseil de votre pharmacien, quand c'est des produits qui se vendent sans prescription, même les médicaments sans prescription. Vous savez, le paracétamol, si vous dépassez un certain dosage, vous pouvez avoir une hépatite fulminante, vous pouvez en mourir. Les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui sont morts et qui meurent chaque jour à cause du paracétamol, parce qu'ils en prennent des quantités et il se crée une forme de cirrhose du foie, une hépatite. Donc il faut fondamentalement être très attentif à l'utilisation des médicaments. Et ne plus utiliser des médicaments, les médicaments, quand on finit son traitement jusqu'au bout, lorsqu'on a un traitement, et on ne le donne pas à d'autres personnes en se disant « fait de nez », donc on le passe à la voisine, ou au frère, ou au fils, ou à la fille, etc. Alors non seulement nous avons identifié ceux qui peuvent être passés à la production, c'est une priorité, ce qu'on a mis en place un couloir vert, c'est-à-dire que tous les produits qui pouvaient passer à la production, ils sont prioritaires au niveau de l'enregistrement. Vous savez, l'enregistrement, c'est un processus long, complexe, où il y a différents modules qui sont examinés par des experts, etc. Quand il y a un produit qui est importé, qui doit passer à la production locale, il passe en priorité, il a un coupe-fil, c'est-à-dire il passe avant tout le monde. Il n'attend pas 2 ans ou 3 ans comme ces produits, il passe tout de suite. Et c'est comme ça que nous avons passé 1000 produits, dont une grande partie pour la production nationale. Deuxièmement, nous avons identifié, par exemple, à la PCH, vous savez, les produits les plus chers, c'est les produits qu'on utilise pour l'oncologie, pour l'hémato, et notamment des produits hospitaliers, un traitement peut coûter plusieurs millions de dinars pour un malade. Et il y avait 29 produits, les 29 premiers produits de la PCH, qui coûtaient 60 milliards de dinars. 29 produits, 60 milliards de dinars, et ces 29 produits, comme par hasard, ils étaient en monofournisseur. C'est-à-dire qu'il y avait un seul fournisseur en Algérie. Alors que dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des biosimilaires. Alors il y a certains que nous allons produire localement, et d'autres que nous allons importer, mais à 40, 50, 60, 70% moins cher. Et cette année, nous avons accéléré l'enregistrement des produits fabriqués localement, mais aussi des biosimilaires importés qui nous permettaient de faire 30, 40, 50, 60% d'économie. Et encore aujourd'hui, nous étions en réunion avec l'agence parce qu'il y a l'appel d'offres de la PCH qui est au 30 septembre. Nous sommes en train d'accélérer l'enregistrement des derniers dossiers de biosimilaires pour qu'ils puissent participer à cet appel d'offres et faire baisser encore plus la facture de la PCH. Et la facture de la PCH qui baisse, c'est autant d'économies pour l'Algérie, mais c'est aussi des possibilités d'acheter d'autres produits dont nous avons besoin. Pour des produits innovants, certains produits d'immunothérapie que nos malades attendent. Et ce n'était pas normal. Comment pouvez-vous expliquer que ces produits qui sont vendus en Europe, qui sont vendus aux États-Unis, je ne parle pas de produits qui ne sont vendus que dans certains pays, qui sont vendus dans le monde entier, des produits reconnus, en Algérie, ils n'étaient pas enregistrés depuis 3-4 ans, pour laisser les positions monopolistiques à certains laboratoires et certains intermédiaires qui gagnaient des dizaines de millions, j'ai bien des dizaines de millions d'euros sur le dos des malades algériens et de la facture d'importation. Alors vous savez que le médicament, sa particularité, c'est qu'on ne peut pas faire de publicité pour les malades. On fait de la publicité pour les professionnels de santé. Et cette publicité doit être encadrée. Parce qu'il y a eu des abus. Ça arrivait jusqu'à des promotions qui faisaient qu'on créait des réseaux entre médecins, pharmaciens,
pour pouvoir vendre un produit. De véritables réseaux où le malade tombait dans le réseau et on recrutait le malade chez le médecin qui envoyait chez le pharmacien pour consommer telle marque de tel laboratoire. Et forcément, c'est très loin de la déontologie, très loin de la réglementation. Donc aujourd'hui, il existait quand même un corpus réglementaire, il existait aussi des ordres et un code de déontologie, mais il était nécessaire de rationaliser et d'étoffer la réglementation en termes d'information scientifique. Et nous sommes en train donc de faire un décret où d'abord, vous savez, actuellement il y a des salons pharmaceutiques qui se font par n'importe qui, ou des salons médicaux, ou des symposiums, avec des sommes considérables dépensées. Vous savez, tout l'argent qu'il y avait pour la promotion, il y a une partie qui est utile, parce qu'elle permet au producteur local, par exemple, de faire connaître ses produits par rapport aux multinationales. Ça permet aussi à des nouvelles molécules à expliquer ce qu'on appelle des symposiums, on explique aux prescripteurs justement cette molécule, on l'utilise dans tel et tel cadre, etc. Il y a des choses qui sont utiles, qui ont trait à la formation continue et qui sont utiles et qui créent des emplois aussi, parce qu'il y a des sociétés de promotion. Derrière, il y a des sociétés de services, il y a des outils de promotion. Toute cette économie, elle est totalement utile lorsqu'elle va dans le bon sens. Mais il y a aussi des dépenses qui n'ont strictement rien à voir, ou qui font plus plaisir aux hôtels, et notamment à l'étranger, ou à des voyagistes, ou à des agences de voyage, plutôt qu'à la santé publique. Or, cet argent, il vient d'où? Il vient du prix du médicament, il est intégré dans le prix du médicament. Donc c'est nous qui le payons, c'est la sécurité sociale qui le paye. Donc il faut rationaliser cette information, il ne faut pas l'interdire, parce qu'elle est utile. Je pense que tout le monde a intérêt que l'industrie pharmaceutique perde cette mauvaise image qui lui colle à la peau de vouloir gagner de l'argent sur le dos des malades. L'industrie pharmaceutique, au contraire, c'est celle qui a permis et qui nous permet aujourd'hui d'avoir une espérance de vie, même dans les pays en voie de développement comme le nôtre, après de plus de 70 ans, lorsque nous n'en avions que 40 dans les années 60-70. Cette espérance de vie que l'humanité a gagnée, c'est grâce à la santé et à l'industrie pharmaceutique. Et alors il faut capitaliser sur les bonnes choses, il faut développer les bonnes choses, ce qui est nécessaire, les médicaments essentiels, la formation continue, tout ce qui va dans le cadre, ne jamais oublier que cette industrie pharmaceutique et que cette santé, si effectivement elle fait vivre des gens, elle est d'abord là pour être au seul profit des malades. Si à un moment donné, on dénature la vocation, elle devient au profit des professionnels plus que des malades, elle n'a plus de raison d'être, ça devient autre chose que de la santé ou de l'industrie pharmaceutique. Et là, nous tombons dans les compléments alimentaires, parce que vous aviez fait le lien. Les compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, ne sont pas des médicaments. Un complément alimentaire, c'est simplement, théoriquement, le dosage journalier des vitamines et des minéraux que vous avez en ayant une alimentation normale. On vous donne une supplémentation avec des compléments alimentaires, on peut vous conseiller des compléments alimentaires lorsque vous avez une alimentation appauvrie ou une mauvaise hygiène de vie. Donc on vous conseille des compléments alimentaires. Mais si le complément alimentaire dépasse le dosage de ce qui doit exister dans l'alimentation, ça devient un médicament. Et surtout, le complément alimentaire, à part vous donner ce que vous avez besoin au quotidien, il ne peut pas avoir d'allégation thérapeutique. Or, la frontière a été vite dépassée, et nous voyons à travers la publicité, en Algérie et à l'international, mais surtout en Algérie, parce qu'en Algérie, dans d'autres pays, la publicité sur certains médicaments, justement, non prescription obligatoire, ou des médicaments dits de confort, ou des médicaments vendus sans ordonnance, est autorisée. Chez nous, elle est interdite. Donc, les compléments alimentaires qui ne sont pas des médicaments, comme ils sont considérés réglementairement comme étant des produits alimentaires, ils font de la publicité comme ils feraient de la publicité pour un yaourt. Voilà, on fait de la publicité pour un complément alimentaire. Simplement, ce qu'on oublie, c'est que dans la loi, il est stipulé clairement que tout produit qui a un effet thérapeutique est un médicament. Donc, en aucune façon, ils peuvent donner une allégation thérapeutique à un complément alimentaire. Et devant cette dérive que nous vivons tous,
et qui choque tout le monde, hein, parce qu'on est interpellé très régulièrement, même si cela ne dépendait pas de nous, ça dépend, c'est un produit alimentaire, ça dépend du ministère du Commerce. Donc nous allons mettre en place un texte pour réellement rappeler la définition du médicament, comme elle est dans la loi, mais en expliquant exactement à partir de quel dosage, qu'est-ce que c'est une allégation thérapeutique, qu'est-ce que c'est une indication thérapeutique, pour que justement on fasse la différence de manière claire entre un médicament et un complément alimentaire. Et que définitivement on arrête de faire de la publicité mensongère envers la population en leur présentant des produits où il y a quelques minéraux et quelques vitamines, parfois de très mauvaise qualité. Parce que vous savez, la qualité alimentaire, ce n'est pas la qualité pharmaceutique. Quand vous voyez de la vitamine C dans un complément alimentaire, ce n'est pas la même vitamine C que vous achetez chez le pharmacien. La qualité pharmaceutique, vous savez, la vitamine C dite pharmaceutique coûte 50 fois plus cher que la vitamine C qui est utilisée pour les compléments alimentaires. Ce n'est pas du tout la même vitamine C. Les gens ne le savent pas. Ils les consomment. Et bizarrement, la vitamine C qui est vendue en complément alimentaire est 20 fois plus chère, c'est-à-dire celle du pharmaceutique, elle a 100 dinars ou 200 dinars, et celle qui est vendue en complément alimentaire est à 2000 dinars, alors qu'elle coûte 10 fois moins cher, elle devrait coûter 20 dinars. C'est du vol. C'est du vol pour nos consommateurs qui, malheureusement, tombent dans le piège de la publicité. Et c'est à nous de les protéger, justement, en faisant des textes, en explicitant de manière claire ce que c'est un médicament, pour que le ministère du Commerce ait toute l'attitude pour dire, écoutez, là, non, vous êtes en train d'utiliser une définition qui est celle du médicament, pas celle du complément alimentaire, vous n'êtes pas autorisé à le faire, pour que l'autorité de l'audiovisuel aussi puisse intervenir et dire non, là, vous utilisez, il vous faut une autorisation du ministère de l'Industrie pharmaceutique, parce que là, vous donnez des allégations thérapeutiques. Si c'est un médicament, il doit être enregistré au niveau de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, être dans une nomenclature et répondre à un certain nombre de principes en termes de qualité, d'innocuité et de sécurité.